Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Auto Hebdo. On est là en pleine trêve estivale, mais pas pour tout le monde, mon cher Cyprien. On continue évidemment de vous faire vivre l'actualité sport mécanique. Et aujourd'hui, on s'est dit que justement, trêve estivale oblige, on allait un petit peu revenir sur la première partie de saison du championnat du monde de Formule 1. Comment ça va déjà, Cyprien ? Ça va très bien en ce mois d'août. Ce mois d'août ensoleillé, mais malheureusement sans Formule 1. En tout cas, jusqu'au dernier week-end où on aura le Grand Prix des Pays-Bas. Voilà, et puis je vous rappelle qu'au bout de 4 Grands Prix après la reprise, on dira non, mais c'était bien, quand il y avait 3 semaines entre deux courses, c'était bien aussi, vous allez voir. On apprécie toujours, évidemment, quand ça reprend et qu'on a 17 Grands Prix en 12 On adore semaines. se plaindre, de toute façon. Ben oui, on est français, de toute manière, il n'y a pas de souci là-dessus. On va vous parler en fait simplement des 21 pilotes qui ont pris part à un Grand Prix de Formule 1 cette saison. On va repartir du dernier du championnat jusqu'au leader actuel, Oscar Piastri. Vous aurez des petits timecodes en dessous de la vidéo pour aller directement vers le pilote que vous voulez écouter. Si vous avez des pilotes préférés, par exemple, vous pourrez directement aller voir tout ça. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par 2 pilotes, puisqu'ils sont 2 à ne pas avoir marqué de points cette année, et ce sont les 2 pilotes de chez Alpine, à savoir Franco Colapinto et Jack Doohan. Car on l'oublie peut-être, mais Jack Doohan a commencé la saison dans la deuxième Alpine. Ça semble loin déjà, ce court passage de Jack Doohan, qui a eu les 6 premiers Grands Prix de la saison. Il avait déjà eu Abu Dhabi en fin d'année dernière. Jack Doohan, on savait dès le début de saison qu'il serait sur un siège éjectable. Il avait une situation assez compliquée, l'arrivée de Colapinto comme pilote de réserve après son plutôt beau passage chez Williams l'an dernier laissait quand même penser que Doohan n'était là que pour un temps. Ça n'a pas manqué. Doohan, 6 Grands Prix, une 13e place en Chine comme meilleur résultat, aucun point. Et du coup, il a été remplacé rapidement par Colapinto, qui fait pas beaucoup mieux. C'est le problème en fait chez Alpine, là, voilà. Voilà, Colapinto, pareil, 13e place, lui 2 fois comme meilleur résultat à Monaco et au Canada. Pas de points non plus. Et puis surtout, Colapinto, à la différence de Doohan, il se crache beaucoup. Oui, il commence à coûter cher malheureusement à l'équipe d'Enstone. Et c'est peut-être là où on peut ressentir, si on suit un petit peu le langage corporel de ces dernières courses, on sent l'Argentin n'est pas complètement serein non plus. Vis-à-vis de ce qu'il fait au volant de la voiture, mais peut-être même de son avenir en fait. C'est ça moi qui me marque un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il est arrivé donc en remplacement d'un pilote et qui se dit un petit peu qu'il a une épée de Damoclès en se disant que ça peut aussi m'arriver. En fait, quand il a signé, on nous a dit, Flavio Briatore a dit qu'il avait un contrat de 5 courses, Colapinto l'a dit aussi. Puis ensuite, Briatore a dit que c'était une invention totale de la part des journalistes. Voilà, et les journalistes ont visiblement inventé ça. Du coup, il y a eu un petit rétropédalage et on a senti plutôt la volonté de le confirmer jusqu'à la fin de la saison pour avoir une stabilité. Maintenant, la question se pose à nouveau. Est-ce qu'il sera encore là au retour de la trêve estivale ? Est-ce qu'il aura peut-être encore 1 ou 2 Grands Prix ? Derrière, il y a Paul Aron aussi, qui pousse, qui est l'autre réserviste d'Alpine qui attend sa chance, 3e de F2 l'an dernier. Paul Aron qui a roulé 2 fois chez Sauber en essai libre là, à Silverstone et à Budapest. Donc peut-être que Colapinto en est fait à peur pour sa place. Puis comme tu l'as dit, il a une attitude corporelle où on le sent un peu démotivé. Lui qui était très simple et justement détaché l'an dernier chez Williams, il profitait de la vie, là on le sent moins bien. Ouais, puis une ambiance comme ça, en interne aussi, ça aide pas à mettre un pilote en confiance. Vous voyez, Colapinto, il arrive, première séance de qualification à Imola, pouf, il se met dans le mur. Alors, il y a mieux pour commencer. Colapinto, on l'avait vu chez Williams aussi faire ce genre d'erreur, au Brésil, à Las Vegas, etc. Là, Briatore lui a quand même demandé de pas casser la voiture. Il la casse dès le début. Je pense qu'avec un patron comme Briatore qui avait l'air relativement furieux, ça met pas le pilote dans les meilleures dispositions, surtout un jeune homme comme ça qui a très peu d'expérience. Donc moi j'ai peur que ce soit déjà trop tard pour lui. Et malheureusement pour lui, j'ai peur que sa carrière en Formule 1 aussi elle s'arrête parce que après un passage comme ça chez Alpine, qui va vouloir le reprendre si jamais il partait en fin de saison ? Alors 19e du classement, et quand je l'apprends, quand on regarde le classement, on est un petit peu surpris, Oliver Berman, parce que on n'a pas la sensation que le Britannique fasse une très mauvaise saison. Après, on n'a pas non plus la sensation qu'il fasse une très bonne saison. C'est peut-être aussi ce qui explique qu'il soit assez loin au classement. Oui, alors c'est vrai que sa position au classement, moi je trouve qu'elle ne représente pas tout à fait sa saison. Il ne fait pas une saison exceptionnelle en effet, mais il fait quand même une saison assez solide. Il est souvent dans le match avec Ocon en qualif et en course. Il y a 8-6 en qualif seulement pour Ocon. C'est quand même très serré. Il a enchaîné les 11e places aussi, ça n'a pas aidé, bien sûr. Il a enchaîné les 11e places, puis on le voit souvent en Q2 quand Ocon des fois sort en Q1 ou voire accrocher la Q3 de temps en temps. En tout cas, il n'en est jamais très loin, Berman, et c'est un pilote qui, je trouve, montre de belles choses. Après, il montre aussi encore des lacunes, mais des lacunes inhérentes à un rookie, puis un jeune homme aussi qui a 19 ans seulement. C'est un des plus jeunes pilotes de la grille, il ne faut pas l'oublier quand même. Et on se souvient par exemple de cet accrochage avec Ocon à Silverstone. Bon, voilà, c'est encore des petits détails qu'il doit régler, mais globalement, moi je trouve qu'il fait une saison assez positive. C'est une saison d'apprentissage, c'est normal. Il a une voiture qui est quand même 9e du classement des constructeurs, donc il fait ce qu'il peut. Peut-être qu'elle serait plus haute s'il y avait 2 Esteban Ocon aussi dans la voiture, mais bon, c'est le lot de façon de beaucoup d'équipes de deuxième partie de tableau. Voilà, qui ont un rookie, c'est le cas de Sauber, c'est le cas d'Alpine, c'est le cas de Racing Bulls, donc
la différence, elle se fait pas vraiment là. Et Berman, globalement, je dirais que c'est une première partie de saison assez positive quand même, mais on sait qu'il peut encore faire mieux. Surtout que lui, il appartient à Ferrari. Donc, c'est un des favoris en cas de départ de Lewis Hamilton à la fin de son contrat, fin 2026 ou en 2027, pour le remplacer. Mais pour ça, il va falloir montrer un peu plus. Alors, Yuki Tsunoda est 18e du championnat pour l'instant. Pour un pilote Red Bull, c'est clairement pas top. On rappelle qu'il a commencé la saison chez Racing Bulls. Bon, il a fait 2 Grands Prix. C'est pas non plus représentatif. Depuis, chez Red Bull, on sent que c'est quand même compliqué. Ouais, 2 Grands Prix chez Racing Bulls, mais il y a quand même marqué 3 de ses 10 points cette saison. Donc 7 points seulement pour Yuki Tsunoda. Les seuls 7 points de la deuxième Red Bull, parce que Lawson n'en avait pas marqué, on reparlera de lui plus tard. Tsunoda, on s'attendait à ce qu'il fasse mieux que Liam Lawson. Il ne pouvait pas faire pire, mais enfin, il fait quand même pas beaucoup mieux. Donc, c'est une vraie déception. Maintenant, on sait aussi que tout n'est pas de sa faute, loin de là. J'attends quand même de voir les prochaines courses sous Laurent Mekies, voir un peu comment tout ça se passe. Bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Colapinto et de l'ambiance chez Alpine, du fait que avoir Briatore comme patron et ce management un peu à la dure, et pas forcément mettre le pilote en confiance. Je pense que c'est pareil chez Red Bull. En tout cas, c'était pareil sous Christian Horner. On l'a vu avec tous les pilotes qui sont passés et qui sont sortis de là complètement essorés. Helmut Marko est pas tendre, Christian Horner était pas tendre non plus. Laurent Mekies est beaucoup plus humain, j'allais dire. En tout cas, il a une bien meilleure relation avec ses pilotes. D'ailleurs, tout le paddock, tous ceux qui l'ont connu, que ce soit Charles Leclerc, quand il était directeur sportif de Ferrari, ou Isaac Hadjar, etc., même Max Verstappen, on dit que du bien de Laurent Mekies et on dit notamment que c'était quelqu'un qui savait être très proche de ses pilotes. Et ça, je pense que c'est ce qui manque à Yuki Tsunoda. C'est quelqu'un qui lui donne confiance. Déjà, la progression qu'il y a eu, c'est que Red Bull lui donne les mêmes évolutions que Max Verstappen, enfin. Donc maintenant, les deux sont sur un pied d'égalité. On sait qu'il ne le battra pas. Mais là, il prend quand même 12-0 en qualif, 11-0 en course sur les courses qu'ils ont disputées côte à côte, si on ne compte pas l'abandon de Verstappen au premier tour du Grand Prix d'Autriche. Donc oui, Tsunoda, on en attend plus. C'est sa 5e saison en Formule 1. À un moment, il faut qu'il passe un cap. Maintenant, voilà, comme on l'a dit, c'est cette deuxième Red Bull qui rend les choses beaucoup plus dures à analyser. Parce qu'il l'a passé, ce cap chez AlphaTauri. Donc, ah oui, il l'a passé. C'est ce qui fait que c'est assez compliqué à comprendre. Il l'a passé, et du coup, on se demande finalement qui ferait mieux que lui. Qui ferait mieux que lui. Parce que honnêtement, il dominait Lawson, il dominait Ricciardo, il a dominé Nick De Vries. Il a battu Gasly, sa dernière année. Il a battu Gasly sur sa dernière année. Très, très proche de lui. En tout cas, au classement, ouais, certainement. Après, performance sur la Gasly, on sentait encore un petit gap, mais ce qui était normal. Mais les autres, depuis, il les a tous battus. Il a battu Hadjar en début de saison, ce qui est normal aussi. Ouais, bien sûr. On va passer à un rookie, le rookie chez Sauber, le champion F2 en titre, Gabriel Bortoleto, 17e, mais il montre de très belles choses sur le dernier Grand Prix. Bah ouais, Gabriel Bortoleto, 6e en Hongrie quand même. Pour un rookie, c'est vraiment pas mal du tout. Puis bon, depuis le début de la saison, globalement, on sent quelque chose chez ce garçon. Alors, il y a quand même eu pas mal de courses en tout début d'année où, on va pas se mentir, on l'a pas vu. Mais on n'a pas vu Hülkenberg. Voilà, on voyait pas la voiture, de toute façon. Voilà, donc, la Sauber, on la voyait pas. Puis à Barcelone, il y a eu ce package d'évolution qui a été payant, qui a ramené la Sauber finalement dans la lutte pour être la 5e meilleure force du plateau tous les week-ends, voire la 4e même, quand Red Bull est en difficulté. Et Bortoleto, cette 6e place en Hongrie, je trouve qu'elle consacre un plutôt bon début de saison. Donc à lui de continuer, à lui de prouver que ses titres acquis consécutivement en F3 et en F2, c'était pas du hasard, que c'était la marque d'un futur grand. Et quand on voit ce qu'il arrive à faire avec Hülkenberg à ses côtés, il fait, je trouve, mieux que ce que faisait Magnussen face à Hülkenberg l'an passé. C'est vrai. Pas dans la même équipe, mais quand même. Je trouve que lui, il est déjà plus proche, que ce soit en course ou en qualif. Il le bat régulièrement en qualif maintenant, notamment. Et Magnussen ne faisait pas ça chez Haas. Ah non. Donc, non, faut vraiment saluer la performance de Bortoleto. Et puis, il faut aussi dire que le classement, c'est un peu comme avec Berman. Bon, ils sont en fin de classement, c'est normal, c'est des pilotes de petites équipes, mais ça ne les empêche pas de faire une très belle première saison en Formule 1. Carlos Sainz, on en a beaucoup parlé à l'intersaison, puisqu'il est parti chez Williams, lui qui était pilote Ferrari. Il se retrouve 16e au classement. Moi, je ne sais pas toi, Cyprien, mais j'ai pas l'impression qu'on ait énormément de points très forts à dire sur lui. Pas vraiment de points mauvais non plus. Enfin voilà, c'est très moyen pour l'instant, j'ai l'impression, Carlos Sainz chez Williams. Ouais, moi, en point fort, j'ai rien qui me vient en tête. En point vraiment faible, je crois qu'il se qualifie dernier du Grand Prix d'Espagne. Il me semble qu'il est 20e en qualif, mais un week-end où Williams marchait vraiment pas de toute façon. Puis l'Australie, bon, évidemment, il part en tête avec eux. Ouais, aussi. Mais bon, Carlos Sainz, il avait prévenu, il avait dit qu'il avait besoin d'un train d'adaptation, qu'il lui faudrait environ 6 mois pour être à l'aise dans sa voiture. On va le juger plus sur cette deuxième partie de saison, mais c'est vrai que là, quand on voit les carrés avec Albon, bon, ça fait un peu mal. Donc, compliqué là. On en attend forcément plus d'un pilote comme ça, qui est vainqueur de Grand Prix. Multiple poleman, monté plein de fois sur un podium.
Bon, Carlos Sainz, de toute façon, c'est comme d'autres pilotes dont on parlera plus tard, je pense à Lewis Hamilton, c'est des pilotes qui sont déjà plus concentrés sur 2026. Donc bon, saison d'adaptation, de transition, et puis il faudrait quand même montrer un peu mieux en fin d'année. Là. On a parlé de Tsunoda tout à l'heure, on va parler maintenant de Liam Lawson, qui est 15e. Alors là, évidemment, on va commencer déjà à se dire ça. Alors, le pilote Racing Bulls, parce qu'il a fait globalement toute la saison chez Racing Bulls, qui est devant le pilote Red Bull, c'est malheureusement la réalité de ces équipes-là cette année. Ça n'a pas très bien commencé, même contre Isaac Hadjar. Ça commence à montrer de sacrés signes d'amélioration. La saison de Liam Lawson, elle est particulière, parce qu'il y a eu ces 2 premières courses qu'on évoquait tout à l'heure chez Red Bull, qui ont été très très compliquées pour lui. D'ailleurs, Red Bull l'a viré au bout de 2 courses. Enfin, viré. Ils l'ont rétrogradé. Rétrogradé à Faenza chez Racing Bulls. Mais c'est quand même un coup très très dur pour un jeune pilote qui s'est préparé pendant toute l'intersaison en pensant qu'il allait avoir 1 an pour défier Max Verstappen. Il a eu que 2 courses, donc un vrai coup dur à encaisser. Il l'a dit lui-même qu'il avait eu beaucoup de mal à s'en remettre, psychologiquement. On l'a vu sur ses premiers week-ends chez Racing Bulls. Il était pas là. Il était vraiment mauvais, loin d'Adjar, alors qu'il devait, normalement, lui, il avait déjà 11 Grands Prix au début de la saison, donc il avait plus d'expérience qu'Adjar. Il devait battre Adjar, ou en tout cas faire au moins un jeu égal avec lui. Là, il se faisait complètement dominer. Et puis finalement, au fil des semaines, de l'été, etc., il a retrouvé du poil de la bête. En Autriche, notamment, il fait 6e, sa meilleure performance de l'année. Vraiment un super week-end de sa part, où il domine Adjar de A à Z. Et puis là, sur les 2 dernières courses, 2 fois 8e aussi. Donc, il y a beaucoup de mieux. Et puis, il faut même dire maintenant, attention à Isaac Hadjar, du coup. N'a pas trop se laisser distancer par Liam Lawson, qui revient fort et puis qui fait une très belle impression. Donc, ça devrait, à mon avis, suffire pour qu'il puisse conserver son baquet chez Racing Bulls l'an prochain. Allez, on va arriver à nos pilotes français qui sont dans ce top 14, on va le dire comme ça, 14e place pour Pierre Gasly. C'est très drôle le top 14 quand même. Oui, écoutez, voilà, on est devenu un petit peu rugby aujourd'hui, voilà, les plaquages, l'ovalie, enfin bref. Et je m'excuse évidemment auprès de tous nos amis du Sud-Ouest qui viennent de m'entendre faire un accent absolument innommable. Pierre Gasly, 14e, c'est pas mal. Pierre Gasly, c'est pas mal, il est pas du Sud-Ouest, lui il est normand, mais... Clairement. Pas sûr qu'il soit très, très grand fan de rugby. Non, bon, c'est pas mal, c'est pas exceptionnel non plus, hein, on va pas se mentir, Pierre Gasly... Il ambitionne beaucoup mieux qu'une 14e place. Maintenant, Pierre Gasly, il fait aussi ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il peut pas faire beaucoup mieux, c'est ça le problème en fait. C'est qu'il peut pas faire beaucoup mieux qu'une 14e place au général. Bah non, il peut pas faire beaucoup mieux. Puis encore une fois, on a parlé tout à l'heure, en tout début de vidéo, de ces 2 coéquipiers qui se sont succédés. Douane et Colapinto, c'est 0 points à eux 2. Bon, Pierre Gasly, c'est quand même mieux que ça. C'est 20 points. Avec une 6e place à Silverstone comme meilleur résultat, sous la pluie, on s'en souvient, là où il est très à l'aise. Bon, maintenant, c'est aussi que Gasly, il vit une saison qui s'annonce compliquée, qu'il a été depuis le début, qu'il le sera jusqu'à la fin. L'Alpine est vraiment pas bonne cette année, elle lui permet pas de faire grand-chose. Après, on sait aussi que Pierre Gasly, c'est le spécialiste pour nous sortir un podium venu de nulle part. Exactement. Il nous fait ça quasiment tous les ans, exception faite, il me semble, de 2022. Donc, pourquoi pas en 2025 aussi, nous reproduire le Brésil 2024, par exemple. Qui sait ? Voilà. Mais non, mais après, il est assez dur à noter, Pierre Gasly, est assez dur à juger. Franchement, il vit vraiment une situation pas facile. Il tient le cap, hein, c'est pas facile dans cette situation-là, mais il le mentionne assez régulièrement. Lui aussi est tourné vers 2026. Pourra-t-il forcément aller jouer le titre ou quoi ? Ça, je ne suis pas sûr, mais c'est bien de le voir toujours aussi conquérant vis-à-vis de cette saison 2026. Et puis, si les rumeurs sont bonnes, Mercedes aurait en tout cas un bon package. Il préparerait un bon package, d'après ce qu'on entend un peu partout. Ils auront le moteur Mercedes l'an prochain, on ne sait jamais. Ouais, puis Pierre Gasly, il y a un truc qu'il faut quand même saluer avec lui, qui n'est pas le cas de tous les pilotes, encore moins de tous les leaders, c'est que lui, il sait vraiment emmener l'équipe avec lui et il a une positivité quasi de tous les instants, je dirais. Alors évidemment, des fois, il est déçu, on le sent, mais il tire jamais sur son équipe, il s'en prend jamais à ses dirigeants, il s'en prend un petit peu à sa voiture, mais en tout cas, il reste quand même toujours assez positif. Il faut vraiment tirer l'équipe avec lui et essayer de garder tout le monde uni à Enstone. Donc ça, c'est un vrai point positif pour lui et je pense qu'Alpine a vraiment beaucoup de chance de l'avoir. On continue sur notre petite lancée française avec le top 13. Non, là, c'est bon, pas de rugby, quoi que ce soit. C'est Isaac Hadjar qui est en 13e position, le rookie français, qui décidément, voilà, a amené un espèce de vent de fraîcheur sur la F1 depuis le début de saison, je trouve. Et ça se poursuit, même si, effectivement, il commence à être un petit peu en deçà de ce que fait Liam Lawson. Encore une fois, c'est pas honteux, loin de là. Mais ça reste très bon ce que fait Isaac Hadjar, je pense. C'est très bon. C'est clairement un des meilleurs rookies de la saison, voire le meilleur. La discussion existe avec Bortoleto et Antonelli. Ouais. Mais je trouve que Hadjar, par rapport aux autres, a eu une régularité sur toute la saison. Franchement, il a commis très peu d'erreurs. Il en a commis quelques-unes. En Australie, évidemment. Son premier Grand Prix dont il ne prend pas le départ parce qu'il se met dehors dans le tour de formation.
Monaco en essai libre, par exemple, il tape 2 ou 3 fois le mur, etc. Mais Monaco, c'est l'exemple parfait pour moi de la saison d'Adjar. Voilà. C'est qu'en fait, en essai libre, il tape, il arrive en qualif avec aucune confiance, boum, 5e sur la grille, 6e temps, puis 5e après une pénalité. C'est quand même génial. Et il refait 6e en course, son meilleur résultat à Monaco. Je trouve quand même qu'un pilote qui, dans une Racing Bulls, arrive à faire top 6 en qualif à Monaco, C'est pas mal, hein. ça classe quand même le bonhomme. Je veux dire, on parle pas de... C'est pas le Castellet, il n'y a pas des zones de dégagement énormes. C'est Monaco, c'est près des murs. Sortir une perf comme ça, c'est quand même très fort. Donc, c'est à l'image de sa saison, globalement. Des coups d'éclat, des week-ends, en effet, ces derniers temps, peut-être un peu moins performants en comparaison avec Liam Lawson. Mais globalement, le bilan, il est super positif. Puis c'est vrai que dans l'attitude, tu l'as dit, c'est un vent de fraîcheur. C'est un jeune garçon qui est assez simple, qui, lui, aime piloter, aime s'amuser avec ses potes, aime pas forcément parler aux médias, mais il le fait quand même. Il le fait, oui. Il le fait de bonne grâce. Mais il le fait avec beaucoup de naturel, et c'est ça qui est agréable. C'est que, voilà, c'est pas un énième pilote qui a reçu des heures de cours de média training et qui va sortir des phrases. Il est pas formaté, ce qui est bien, parce que voilà. C'est pas toujours simple quand il débute en F1, c'est sûr. C'est ça. Bon, il s'est quand même un peu calmé par rapport à comme il était en F2 ou en F3, mais... Il était un peu impétueux, dirons-nous. Voilà, légèrement. Mais par exemple, c'est pareil, on sent qu'il prend beaucoup en maturité. À la radio, il est beaucoup plus calme. Ouais. Il apprend énormément. Je pense qu'aussi d'avoir Laurent Mekies quand il est arrivé chez Racing Bull, c'était un vrai avantage d'avoir un Français qui, encore une fois, était très proche de ses pilotes, etc. Et puis maintenant, il est prêt, je pense, à devenir le prochain, à tenter sa chance face à Max Verstappen. Il faut lui souhaiter de ne pas terminer comme tous ceux qui sont passés avant lui. Ça va être dur, mais je pense qu'en 2026, il aura sa chance. Mais avant ça, il faut quand même qu'il montre, sur cette deuxième partie de saison, que c'est bien lui le meilleur des deux pilotes Racing Bulls. Ouais. Je fais un petit papier cadeau pour la suite. Voilà, un petit paquet avec les deux pilotes Aston Martin, parce qu'ils ont quand même, ce qui est assez fou, le même nombre de points. Lance Stroll et Fernando Alonso. Je dis vraiment que c'est assez fou, parce qu'on rappelle qu'il y en a quand même un qui est en train de mettre 14-0 à l'autre en qualification. Dites-le nous dans les commentaires, lequel, à votre avis, met 14-0 à l'autre, on sait jamais. Et pourtant, en nombre de points, ça fait jeu égal. Ouais, c'est assez dingue. Si on m'avait dit, par exemple, que les deux pilotes McLaren étaient à égalité, j'y aurais cru, les deux pilotes Aston Martin. Quand on sent, avant de regarder le classement, on pense qu'Alonso a beaucoup plus de points, mais en fait, non. C'est vraiment étonnant. Après, Lance Stroll, là où il a été bon, c'est qu'il a marqué des points dès le début de la saison. En Australie, il termine 6e, puis après, sur les Grands Prix suivants, il marque des points. Comme tu l'as dit, Alonso, lui a eu besoin de 9 courses pour en marquer, mais il y a quand même cet écart en qualif qui est monstrueux. Quand même, le 14-0, c'est une stat... Bon, évidemment, c'est à l'avantage de Fernando Alonso, puisque Michael a voulu laisser un peu de suspense, il n'y en avait pas, clairement. Ouais, on sait jamais. Moi, j'ai hâte de lire tous les commentaires que vont nous mettre nos chers amis. Voilà. Je suis sûr qu'il y en a qui mettront Stroll pour te faire plaisir, pour te montrer que tu as eu raison de poser la question. Exactement. Bon, Alonso, quand même, 44 ans. Il a eu 44 ans ces dernières semaines. C'est quand même exceptionnel de voir un pilote toujours à ce niveau. En plus, la voiture, quand même, marche de mieux en mieux. Oui et non. C'est un peu le souci. C'est qu'en Hongrie, ça marche de mieux en mieux. Et à Spa, il se qualifie en dernière ligne. Donc, moi, j'ai très peur que cette voiture soit pas bonne sur les circuits rapides. Ouais, après, à part Spa, quand même, sur les dernières semaines, globalement, c'est un peu comme Sauber. En moins marqué que Sauber, mais il y a quand même eu une amélioration. Encore une fois, Alonso, quand il marque pas de points sur les 9 premiers Grands Prix de la saison, c'est pas tant de sa faute. C'est vraiment que la voiture est très mauvaise. Elle est dernière ou avant-dernière. Enfin, voilà, il a eu aussi pas mal de malchance. Il a aussi pas mal de malchance, mais Stroll marque pas énormément de points non plus. Ouais. Là, ces dernières semaines, on sent qu'elle peut plus régulièrement se battre pour la Q3. Au moins la Q2, où avant on avait souvent les deux Aston qui sortaient en Q1. C'est déjà un petit progrès. Enfin, quand vous partez 16e ou quand vous partez 12e, c'est quand même pas pareil pour aller marquer des points. Donc, il y a du mieux. Il faudra en effet voir sur les circuits rapides. On va voir à Monza. Je pense que Monza sera le juge de paix. Mais voilà, déjà, il y a du mieux. Et puis, ces Aston, elles sont pas loin du top 10. Je suis en train de regarder, mais elles ont qu'un point de retard sur le 10e de ce classement. Donc, c'est bien. Et puis, maintenant, il va falloir essayer de porter l'équipe pour pourquoi pas se battre pour cette 6e place du championnat. On va justement entrer dans le top 10, effectivement, Cyprien. Esteban Ocon chez Haas, et c'est pour ça qu'on disait qu'effectivement c'est compliqué de juger la saison pour l'instant d'Oliver Bergman, parce que son équipier Esteban Ocon, qui découvre aussi cette équipe Haas, fait quand même de l'excellent travail. Se hisser dans le top 10, c'est quand même quelque chose à souligner. C'est pas rien, puis Ocon il a fait 5e au Grand Prix de Chine, ce qui était son meilleur résultat de la saison. Mais il faut aussi se souvenir qu'Ocon, il a passé toutes les premières courses de l'année à tester des réglages des fois un peu extrêmes, qui faisaient qu'il partait dernier sur la grille ou qu'il était sorti en Q1 assez nettement face à Bergman. Il a quand même réussi à trouver un bon compromis, je trouve, qui fait qu'il est régulièrement dans les points, ou régulièrement à la bataille pour les points. 27 points,
quand même, c'est pas rien. C'est 8 en comparaison pour Berman. Si je dis oui, c'est ça, 8 en comparaison pour Berman, 19 points d'écart. Donc Ocon, c'est un peu l'image de Gasly. Ce que je disais sur Gasly, pour moi, ça s'applique à Ocon, c'est que c'est un leader toujours positif, un leader qui essaie de tirer As dans le bon sens, et puis qui en piste est toujours aussi fiable. Ocon, justement, combien de fois vous le voyez partir 15e, 16e, vous le voyez pas de la course. Et puis par contre, dernier tour, vous regardez, puis vous dites qu'est-ce qu'il fout 10e C'est ça. On le voit pas spécialement, mais en fait, il est d'une régularité absolument monstrueuse. Il est excellent sur la gestion des pneus, il est excellent dans le trafic. Enfin, Ocon, c'est vraiment un pilote, ça va être péjoratif peut-être la façon dont je vais le dire, mais un pilote de milieu de peloton. Voilà. Oui, c'est celui qui va extraire le maximum justement de ces voitures un petit peu plus complexes. Exactement. On va dire, et qui va à chaque fois pouvoir t'amener. Quand vous avez un milieu de peloton aussi serré que celui-ci, vous avez un Esteban Ocon dans votre équipe, comme vous avez un Nico Hülkenberg d'ailleurs, dont on parlera juste après. C'est ces pilotes-là qui font la diff, qui avec une voiture qui est du même niveau, voire un peu inférieure à d'autres, vont vous ramener des points quasiment tous les week-ends dès que la voiture est capable. Donc c'est une vraie chance pour As de l'avoir. Et puis j'espère pour lui que l'an prochain, ce sera un peu plus positif pour les Américains. Ce serait effectivement une bonne chose. Nico Hülkenberg 9e. Ça, on l'aurait pas senti venir quand même au début de saison avec la Sauber, mais on y est. Trêve estivale. Nico Hülkenberg est 9e du championnat. Il a un podium. Ça y est. Nico Hülkenberg a fini sur le podium. C'est beau quand même au Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est complètement dingue. Tu vois, le fait que tu dises cette phrase, je n'arrive même pas à me rendre compte qu'on a assisté à ça. Un podium de Hülkenberg. C'est fabuleux. Ça fait, enfin, 239 Grands Prix qu'il attendait, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ça faisait 15 ans qu'il est en F1, Nico Hülkenberg. Il est chez Sauber, qui est la dernière équipe du plateau, qui a marqué des points à l'antépénultième course l'an dernier au Qatar. Une fois des points, 8e Guanyu l'an dernier. Comment on aurait pu penser qu'une Sauber allait se retrouver sur le podium? Donc, il faut féliciter Nico Hülkenberg déjà, parce que depuis le début de la saison, il est très bon, très régulier. À l'image de ce qu'il a fait chez As, déjà. Oui, bien sûr. Donc, il était déjà exceptionnel chez As, je trouve. Il est très très bon chez Sauber. Ce podium, ça couronne, je trouve, une fin de carrière qui est vraiment excellente depuis son retour en Formule 1. Et puis, il faut féliciter Sauber aussi. Ouais, bon, elle remontée quand même. Hein. Voilà, Sauber, qui avant l'arrivée d'Audi a fait une remontée géniale. On a reparlé du package apporté en Espagne tout à l'heure. Donc, non, Nico Hülkenberg dans le top 10 du général, et puis régulièrement en ce moment dans le top 10 des Grands Prix. Donc, bravo à lui. Et puis, ce podium reste pour le moment, selon moi, le moment le plus fort de cette saison. Ouais. Je trouve que l'an dernier, on a vu pas mal de moments forts. On avait eu Leclerc qui gagnait à Monaco, qui gagnait à Monza, la victoire d'Hamilton à Silverstone. Bah là, c'est le podium d'Hülkenberg, je trouve, pour le moment qui reste, qui finalement est beaucoup plus émouvant que les victoires des McLaren ou que la victoire de Russell au Canada, par exemple. Le meilleur des autres maintenant, Alexander Albon, 8e du championnat. Lui aussi, c'est une belle récompense aussi pour tout ce que fait Williams depuis de nombreuses années et pour ce qu'il fait lui aussi, puisqu'il est là depuis 2022. Et donc, ça commence à porter ses fruits. Alors, il y a toujours ces petites courses, encore une fois, notamment la Hongrie, il s'est qualifié dernier. Enfin voilà, toujours des petites courses où on sent que c'est compliqué pour la Williams. Mais quand la voiture de Grove est en bonne forme, Albon, en général, performe très bien. Ouais, Albon, il performe vraiment très bien. Il fait 3 fois 5e cette saison, quand même. 5e en Australie, 5e à Imola. Ouais, parce qu'Imola, il se bat pour le podium, d'ailleurs. Oui, c'est ça, oui, dans les derniers tours, il est pas loin de finir dessus. Ouais, Imola, il y a cette safety car, et puis il a la bataille avec les Ferrari, et finalement, s'il fait un podium, bah, c'est pas choquant. Non, c'est même pas bien payé, ou non, c'est mérité. Non, c'est mérité. Et puis Alex Albon, encore une fois, tu l'as dit, depuis son arrivée en 2022 chez Williams, c'est un super pilote. Ouais. C'est aussi de cette race de pilotes à la Ocon Hülkenberg, peut-être encore meilleur, je trouve, mais qui vraiment illumine le milieu de peloton. Il a une Williams qui, en début de saison aussi, marchait très fort, faut le dire, qui était nettement la 5e meilleure force du plateau, voire des fois la 4e aussi. C'est moins bien depuis quelques semaines pour Williams, c'est beaucoup moins bien même, donc Albon, forcément, il est un peu moins en vue, mais il est quand même régulièrement dans les points. On parle d'un pilote qui est 8e du général avec 54 points, quand son coéquipier est 16e avec 16 points. C'est énorme l'écart entre les deux. Et son coéquipier, c'est pas n'importe qui, là c'est pas un rookie, on parle de Carlos Sainz. Donc franchement, bravo Alex Albon, et puis on espère, moi j'espère vraiment le revoir dans une écurie de top niveau. Ce sera peut-être Williams. J'ai l'impression que Williams est très très bien parti. C'est ce qu'on entend un peu dans les différentes rumeurs, que Williams a l'air très bien parti pour 2026. Bah, franchement, avec un duo Albon-Sainz en plus, c'est un duo d'équipe qui peut viser un championnat du monde, je pense. 7e position, Kimi Antonelli. Alors, lui aussi, on peut dire que c'est un très beau début de saison pour le jeune pilote italien, un podium cette année. Et d'un autre côté, on rappelle qu'en Hongrie, il a marqué son premier point en Europe. Ouais, c'est assez dingue de se dire ça. En fait, Antonelli, il est passé un peu partout, par toutes les phases depuis le début de l'année. Ça a d'abord été brillant.
en Australie. 4e. Hein. 4e, premier Grand Prix sous la pluie. Enfin, exceptionnel quand même. 18 ans, le garçon. Donc, vraiment très très fort. Après, ça a été très bien. Début de saison, enfin en tout cas, plus que correct pour un rookie. Puis après, patatras. Ouais. En effet, l'arrivée en Europe, patatras. En fait, c'est Miami, un peu le déclencheur de tout ça. Alors Miami, c'est paradoxal parce qu'à Miami, il fait la pole de la course sprint. Ouais, c'est ça. Hein. Il devient le plus jeune poleman de l'histoire de la Formule 1, même si c'est pas comptabilisé comme tel dans les statistiques, puisque c'était la qualif sprint. Et puis après Miami, alors déjà en course sprint, il se fait doubler. Ouais, il a été vraiment. Il était pas bon. Pas au sommet. À ce ouais, il s'agace. Ouais. Voilà, non, vraiment. La pression l'a peut-être un peu. Oui, un peu complètement. Sur complètement. Ah bah la pression, c'est normal. Je veux dire, c'est. Bien sûr, 18 ans, tu mènes un Grand Prix. Enfin voilà, tout en pôle, c'est sûr que c'est pas facile. C'est évident. Puis tout le monde n'est pas Oscar Piastri non plus. Ouais, Oscar Piastri en 2023, son premier podium en course sprint, le mec est d'une froideur absolue pour tenir sa place. Donc Antonelli est plus dans l'émotion, c'est un Italien aussi, c'est un Latin, ça joue, c'est vrai. Hein. Et le week-end suivant, Imola, d'ailleurs, catastrophe. Et il l'a dit, il s'est trop dispersé, il a été trop sollicité. Enfin voilà, un premier Grand Prix à domicile. Il y a Monza qui arrive, hein, donc je pense que le garçon, il va avoir plus d'expérience, ça va l'aider. Mais c'est vrai que c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'il a réussi sur des circuits qu'il ne connaissait pas, ou sur lesquels il n'avait pas roulé en F2. C'est sûr. Et sur les circuits qu'il connaissait, il a complètement perdu pied. Moi, j'ai encore en mémoire, évidemment, Spa-Francorchamps, où il était au bord des larmes. Hein, on peut le dire après la qualif. Il est dernier en qualif. Voilà, il se qualifie dernier, il était nulle part, le Grand Prix s'est pas beaucoup mieux passé pour lui. Voilà, on le sentait vraiment très touché, encore une fois, 18 ans. Donc c'est normal aussi, hein, bien sûr, d'avoir ces sentiments-là. On rappelle que c'est des pilotes, aujourd'hui, en fait, c'est très normal d'avoir des pilotes de 18-19 ans. Enfin voilà, Berman a 19 ans. On a l'habitude. On rappelle qu'il y a 20 ans déjà, Alonso débutait en Formule 1 à 19 ans. On en avait d'autres aussi de ces âges-là. On a banalisé ces performances de très jeunes pilotes, mais ce sont des adolescents quand même. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est des adolescents qu'on lance dans un monde qui est quand même un monde qui est gigantesque. Hein. Quand on est pilote de Formule 1, c'est vraiment des attentions en permanence. C'est vraiment un autre statut que quand on est dans d'autres catégories. J'ai toujours envie de juger ces pilotes-là avec une part quasiment de tendresse, de dire bah oui, mais c'est pas non plus facile en tant que jeune homme, tout simplement. Ouais, mais Antonelli, ce que tu as dit, c'est un adolescent. C'est un adolescent, on le voit physiquement, on le voit dans sa façon d'être. C'est pas encore un adulte construit, mais c'est normal. Il a 18 ans, et puis il va faire des erreurs. Il faut qu'il apprenne, il faut qu'il rebondisse. Et c'est là aussi on va mesurer sa capacité à rebondir après une erreur. Là, en l'occurrence, il les a plutôt enchaînés. Imola, c'est pas une vraie erreur de sa part, mais enfin, il sort en Q2 quand même. Et puis en termes de performance, globalement, il était plus là, quoi. Donc, non, c'était pas bon déjà. C'était pas bon. Puis après, il y a eu Monaco. Monaco, il se met dans le mur en qualif. Quand même une grosse erreur à la nouvelle chicane. Bon, c'est quand même évitable, je pense. Mais ça fait partie d'erreurs d'apprentissage, encore une fois. Et il a eu cette espèce de série noire de course, en fait, en Europe, exactement, où il n'a pas marqué le moindre point. Son point à Budapest, c'est anecdotique. Hein, c'est anecdotique, mais pour le moral, ça fait quand même du bien. Ouais, partir en vacances en ayant marqué un point, c'est bien. Enfin, vous voyez, quand même, le problème, c'est qu'il était à la bataille avec Isaac Hadjar. Ouais. Quand même. Je veux dire, Mercedes, normalement, Racing Bulls. Antonelli ne doit pas être à la bataille avec Hadjar. Donc, c'est bien, il a marqué un point. Ça efface pas tous les mots quand même qu'il a eu ces derniers temps. Oui, parce qu'au Canada, il fait podium. Voilà, mais j'allais dire. Il monte sur le podium. Donc, qu'au milieu de cette série noire de Grand Prix en Europe, il y a eu le Canada. Il y a eu l'éclaircie du Canada, magnifique. Les Mercedes volés ce week-end-là. Russell gagne, Antonelli 3e, premier podium en Formule 1. C'est génial. Mais alors le problème, c'est que c'est plongé au milieu d'une série noire où à côté, aucun point, etc. Ouais, mais l'avantage, c'est que là, il reste Zandvoort et Monza. Et après, la Formule 1 quitte l'Europe, donc peut-être qu'il va nous faire une fin de saison démentielle, Anthony. Ouais. Après, ce que tu disais aussi, qui est intéressant, c'est sur les circuits, la typologie de circuits. Les circuits qu'il connaît, il y arrive moins bien. Est-ce qu'il essaie pas de reproduire le pilotage qu'il avait en F2 ? C'est peut-être ça, effectivement. Il a un pilotage particulier, quand même. Est-ce qu'il n'a pas ces mauvaises habitudes, on va dire, des habitudes qui deviennent mauvaises, parce que, et on le remarque, hein, même Berman n'est pas non plus excessivement flamboyant sur les circuits où il a déjà roulé. Isaac Hadjar, j'ai presque envie de dire que c'est
dans un autre style, mais c'est un peu aussi parfois ce qu'on retrouve. Et c'est vrai que tous ces pilotes, tous ces jeunes pilotes, quand ils arrivent sur des pistes qu'ils connaissent pas du tout, je sais pas, ils viennent avec vraiment l'esprit totalement libéré en se disant bah voilà, moi je connais pas, je garde une ouverture d'esprit, et peut-être que ça leur permet de plus facilement s'y mettre. Après, ça va durer qu'un an. L'an prochain, ils vont être tout à fait performants sur toutes les pistes parce qu'ils auront emmagasiné, justement. Ouais, mais je suis persuadé que c'est cette expérience de la F2, parce que vous savez, les pistes qu'ils connaissent pas, ils les bossent au simulateur. Sur un simulateur de F1. Donc, ils sont habitués à rouler dessus, enfin, rouler virtuellement dessus, avec une F1. Ils savent quand changer de rapport ou freiner, etc. Je pense que passer de la F2 à la F1, c'est compliqué. Et on le voit d'ailleurs avec les pilotes, c'est assez marrant, parce que si vous regardez les pilotes de F2 actuellement qui viennent participer à des séances d'essais libres en F1, souvent c'est les essais libres 1 le vendredi matin, ils ont leur qualif de F2 le vendredi après-midi, souvent c'est très compliqué de repasser de l'un à l'autre. Victor Martins en Espagne, il fait les essais libres 1 avec Williams, il retourne faire sa qualif de F2 14e, alors que depuis le début de la saison, Victor il faisait deuxième, voilà, troisième à chaque qualif, donc il y a quand même un vrai truc avec ça. Alors après, voilà, c'est des habitudes à gommer. Antonelli, pour revenir sur lui, il a un style de pilotage vraiment très agressif. Je vous invite à regarder les caméras embarquées de Kimi Antonelli. Vous verrez qu'il met des grands coups de volant dans les virages. C'est pas du tout coulé, c'est pas doux. Et en effet, des fois, il y a des circuits où ça passe pas. Donc, mais bon, c'est l'apprentissage normal pour un jeune homme de 18 ans qui fait malgré tout une saison quand même assez positive, une saison d'apprentissage en tout cas. Mais vite que cette mauvaise série se termine et qu'il puisse arriver en 2026 avec beaucoup de confiance. Ce qui est sympa, c'est qu'en 6e position, on a Lewis Hamilton. Donc c'est le pilote qui le remplace, du coup. Et bon, bah voilà, Lewis Hamilton aussi, c'est pas facile de juger ce début de saison parce qu'il y a ces dernières courses où il a dit je suis inutile, il faut changer de pilote. Enfin voilà, le mélodrame Lewis Hamilton en Hongrie, c'était assez terrible. Et à Spa-Francorchamps, c'était pas beaucoup mieux. Mais à côté de ça, il gagne le sprint en Chine, il fait la pole de ce même sprint. Il montre de temps en temps quand même des petits moments de brillance qui sont normaux pour un septuple champion du monde. Après, globalement, il est en retrait par rapport à Charles Leclerc, je pense, Cyprien. Ouais, il est en retrait, il a 109 points, Leclerc en a 151. Je pense honnêtement... Pas tant que ça, ouais, c'est pas... Ouais, moi je pense honnêtement que si Carlos Sainz fait la saison qu'est en train de faire Hamilton, on trouve pas grand-chose à redire. Ouais, on trouverait ça normal. Ouais, on ne dit pas que c'est une mauvaise saison de la part de Carlos Sainz. Après, il y a des attentes aussi qui ne sont pas les mêmes pour une légende de la F1, c'est normal. Voilà, il y a des attentes, c'est les attentes surtout. En fait, c'est ce qu'on s'attendait à voir d'Hamilton, et je pense qu'on a tous un peu fantasmé sur ce mariage de rêve entre le pilote le plus titré et l'écurie la plus titrée. Bon, bah, c'est un mariage qui prend du temps. C'est pas un mariage heureux dès le début, on va dire. La mariée est moins belle qu'elle n'y paraissait. Mais c'était un peu prévisible aussi, malheureusement. Alors après, je pense qu'on a tous ce côté, on aurait aimé voir ça tout de suite se concrétiser avec des victoires, etc., un titre en fin de saison. Bon, c'est pas le cas, je veux dire ça. Ça c'est sûr. Hamilton l'avait prévenu, il avait dit aussi comme Sainz qu'il faudrait 6 mois pour s'adapter minimum. À force est de constater qu'il a du mal, et moi ce qui m'inquiète plus en effet c'est son attitude. C'est qu'il a l'air vraiment démotivé, il a l'air de pas comprendre pourquoi il galère autant. Mais d'un autre côté, je veux dire, il galérait déjà chez Mercedes à la fin. Ouais. En fait, je pense que déjà, F1 et effet de sol ne lui conviennent pas. Voilà, c'est malheureux. Alors évidemment, il est très facile de dire un grand pilote doit savoir s'adapter. Ça, je propose toujours aux gens qui disent ça de piloter une voiture de course, et vous verrez qu'à mon avis, c'est pas si facile que ça. Donc déjà, peut-être que 2026 va l'aider de ce point de vue-là, vu qu'on va revenir sur des F1 un peu plus semblables à celles de 2020 et avant. Et puis, je pense que tout simplement, voilà, Lewis Hamilton, je crois que sa communication récente est peut-être une manière de protéger l'équipe, parce qu'il serait très simple dans sa situation de se plaindre de la voiture elle marche pas, elle fait ceci, elle fait cela. Il le fait dans la voiture. Quand il pilote, on entend des fois des communications radio, on sent qu'il est exaspéré par son ingénieur. Ouais. Mais bon, le pauvre Riccardo Adami, voilà, quand même. C'est pas le premier, malheureusement, à avoir du mal avec Ricky, mais au moins, quand il va devant les journalistes, il prend la responsabilité. Peut-être qu'il ne le pense pas, mais en tout cas, s'il ne le pense pas, s'il pense que la voiture a un souci et pas lui, il garde ça pour les débriefings avec les ingénieurs. Il garde ça en privé. Et ça, je trouve que c'est quand même relativement positif, même si, évidemment, le voir arriver avec une tête de 6 pieds de long tous les week-ends, nous dire je suis nul, mais ça ne sert à rien. Bon, oui, effectivement, ça donne pas envie de... Voilà, ça ne donne pas de confiance vis-à-vis de la suite du mariage. Mais si c'est pour protéger l'équipe, parce qu'on sait aussi que, malheureusement, nos amis italiens vont très rapidement taper sur la Scuderia quand ça ne fonctionne pas. Donc s'il essaye de protéger l'équipe, ça peut être une bonne manière de faire. Ouais, puis je pense qu'Hamilton, il attend ce que tu disais, il attend 2026, les voitures à effet de sol, il n'y arrive pas. Ouais.
fallait pas non plus s'attendre à un miracle en le voyant arriver chez Ferrari, alors que ça faisait 3 ans qu'il était globalement, j'allais dire, dominé par George Russell, ou en tout cas qu'il n'arrivait pas, lui, à dominer George Russell. Ouais. Or, 2023, où il fait vraiment une très bonne saison, 2022 et 2024, c'est pas très bon. La saison d'Hamilton n'est pas très bonne, loin de là. 2024, il gagne 2 courses, dont une parce que Russell est disqualifié, et l'autre, c'est Silverstone, et Silverstone... C'est un chef-d'œuvre. C'est son jardin. C'est chez lui. Donc, c'est chez lui. On l'a vu cette année encore. Cette année encore, il est très bon à Silverstone. Il peut même faire la pole. Ça se joue à une petite glisse dans le dernier virage. Sinon, il va claquer la pole où il est en première ligne. Et s'il est en première ligne, c'est pas la même course non plus. Bien sûr. Bon, et au final, il finit 4e derrière Hülkenberg, ce qui est très frustrant parce qu'il n'a toujours pas marqué le moins de podium avec Ferrari. Par contre, il a marqué des points à toutes les courses, enfin en tout cas tous les week-ends de course, hors Hongrie, en fait. Ouais. Donc avant ça, Hamilton, on dit que sa saison est catastrophique, c'est pas vrai non plus. J'entends beaucoup dire ça. Elle est pas bonne comme devrait l'être une saison de Lewis Hamilton, mais elle est pas catastrophique. Voilà. Il est pas complètement largué, il a 109 points. En comparaison, Antonelli chez Mercedes en a 64. Voilà. Oui, donc il est loin devant. Tsunoda chez Red Bull est à 10 points, dont 7 avec Red Bull. Je veux dire, il faut quand même aussi raison garder un moment. Par rapport aux coéquipiers des leaders des top teams, hors McLaren, il est loin d'être largué. Après, oui, c'est Hamilton, on a des attentes différentes. Mais peut-être qu'Hamilton aussi, il est juste vieux. Hein, c'est pas exclu. Non, mais c'est vrai, il a 40 ans. Peut-être qu'il retrouvera plus son... Toutes celles et ceux, nos lecteurs de 40 ans. Non, bien sûr, vieux pour nous écoutent. Vieux pour un pilote de Formule 1. Bien évidemment. Non. Bon, ça, je suis désolé pour tous les quadragénaires qui nous regardent. Non, mais pour un pilote de Formule 1, il est assez âgé, ce qui est un âge qui reste très jeune pour le reste de la société. Et du coup, peut-être qu'il ne retrouvera jamais son niveau d'avant, peut-être qu'il aura plus qu'il faut pour être champion du monde. C'est possible. Ça fait pas de lui le pilote complètement nul qu'on essaie de nous vendre parfois. Il faut aussi lui laisser le temps à Frédéric Vasseur de le mettre en confiance, de le maintenir en confiance et de pas le laisser sombrer dans cette espèce de déprime qu'il a eu ces dernières courses. Mais bon, en effet, c'est pas très bon pour le moment. C'est pas catastrophique. Et on a eu quelques éclairs qui nous font penser que ça pourrait être beaucoup mieux plus tard. Donc à voir. Son équipier Charles Leclerc est en 5e position. Donc autant vous dire que voilà, il n'est pas non plus 3 places devant en train de jouer le titre. C'est une place ferraresque, on va dire. Voilà, ils sont 5 et 6 du championnat, 3e force du plateau. Encore une fois, Leclerc, c'est solide. C'est très solide. C'est du Charles Leclerc dans le texte. On peut pas dire grand chose de plus en fait sur la saison de Charles Leclerc. Il nous fait une saison. Charles Leclerc, est-ce que c'est vraiment ça? 5 podiums. La pole en Hongrie, on sait pas d'où elle sort. Voilà. La pole en Hongrie, si quand même la pole en Hongrie, il faut en parler. Parce que la pole en Hongrie, elle est exceptionnelle. C'est le seul à battre son temps de la Q2 en Q3. Parce que ça aussi, on l'évoquait avec Hamilton, mais ça se joue à pas grand chose. Leclerc est 6e de la Q2. Il est 2-3 dixièmes devant Hamilton à peine. Hamilton ne passe pas. 2 dixièmes et demi devant Hamilton. 2 dixièmes et demi devant, donc Hamilton passe pas en Q3. C'est là où il dit que oui, c'est un scandale, je suis nul, machin. Ouais, parce que son équipier claque la pole derrière. Hamilton passe en Q3, ça se trouve, ils font la première ligne avec les 2 Ferrari. Ouais. Et voilà, on trouve que le week-end de la Scuderia est fabuleux. Donc, il faut toujours tirer quand même le chapeau de Charles Leclerc en qualification. Parce que ça, c'est quand même absolument incroyable. On a un vrai pilote de qualif. Et en course, ça reste solide. Donc ça, c'est bien. En qualif, je pense qu'à part peut-être Verstappen et encore, il n'y a pas meilleur que lui sur la grille. Moi, je le trouve vraiment exceptionnel. Je prends une globalité de leur carrière. Verstappen, il a fait sa première pole en 2019. Je crois qu'il a 44 poles pour 65 victoires, Verstappen, si je dis pas de bêtises. Avec la Red Bull, il a quand même mis beaucoup de temps à faire sa première pole. Alors depuis, il les a alignés, mais enfin, en même temps, il faut dire que la voiture commençait à bien lui correspondre. Leclerc, 2e Grand Prix chez Ferrari, il fait la pole, quoi, Bahreïn. Donc, puis 27 pole position. 27 pole position. Oui, c'est en Australie, le premier Grand Prix, pardon. 27 pole position pour Leclerc. Alors, lui, son problème, ça a toujours été de convertir. Bien sûr, c'est le souci. Après, il a jamais eu une voiture dominante qui lui permettait de convertir, à part en tout début de saison 2022. Ça a duré 4 Grands Prix. Donc, il en a gagné 2 ou 3. Il en a gagné 2. Il gagne en Australie et il gagne à Bahreïn, du coup, le premier. Non, mais c'est ça qui est particulier. C'est parce qu'effectivement, oui, tout le monde a toujours dit mais il convertit jamais ses victoires. Oui, mais c'est Paul. Oui. D'accord. Il fait la pole en 2021 en Azerbaïdjan, il fait la pole en 2021 à Monaco. Enfin, des trucs qui sont pas normaux avec cette monoplace, par exemple. Je vais faire une comparaison transverse, dirons-nous, en sport mécanique. Je me rappelle un peu Quartararo cette saison. Mais c'est ça, il fait des pôles absolument folles et après on s'étonne qu'il gagne pas. Oui, mais c'est normal aussi. Quartararo, il a 4 pôles et puis à chaque course on le voit rétrograder tour après tour au classement parce qu'il n'a pas une moto qui lui permet de jouer la victoire. Charles Leclerc, c'est pareil. Ouais. Il fait des pôles sans sas, on ne sait pas comment. Par contre, après, sur la durée d'une course, il ne peut pas gagner. Ou c'est très dur en tout cas. Mais cette saison, il avait eu du mal à se mettre en évidence parce que Charles Leclerc, c'était quand même 5 podiums.
des troisième places, surtout à répétition. Mais finalement, c'est des troisième places discrètes. J'allais dire, les deux McLaren sont loin devant. C'est ça. Et lui, il prend les miettes. C'est le meilleur des autres. Finalement, en fait, il y a plusieurs meilleurs des autres. Oui, c'est ça. Il y a les McLaren. C'est le meilleur des autres. C'est le meilleur des autres, lui, des 18 autres. Et après, voilà, il y a le meilleur des autres, qui est Albon, qui est le meilleur de ceux qui ne sont pas dans les 4 meilleures équipes. Alors là, si vous voulez, c'est des boîtes qui se rangent. Voilà, c'est un classement très, très particulier. C'est un classement surtout très subjectif. Mais Charles Leclerc, ouais, il arrive à faire ça, à ramasser les miettes, à monter sur ses podiums. Donc, non, une top saison. Mais une saison, comme tu l'as dit, Leclerc-esque, quoi. Par contre, le seul bémol que j'ai avec Charles Leclerc, c'est l'inverse de ce que je disais en bien sur Ocon et Gasly. C'est que je trouve que Leclerc passe trop de temps à se plaindre. Voilà. Et moi, ça commence un peu à m'agacer. La Hongrie a été symptomatique, clairement. Ouais, moi, ça commence un peu à m'agacer. Je vais dire, bon, ouais, il y a des problèmes chez Ferrari. Historiquement, il a eu beaucoup de problèmes chez Ferrari qui lui ont peut-être coûté, en tout cas, peut-être si ce n'est un championnat, de se battre pour un championnat en 2022, où là, c'était vraiment catastrophique de la part de l'équipe, et là, il avait raison d'être énervé. Mais je veux dire, là, je trouve qu'il s'agace pour tout et pour rien. Il tombe vite dans un côté très négatif qui, je pense, n'est agréable ni pour son ingénieur, ni pour Frédéric Vasseur, ni pour personne au sein de l'équipe. Et Vasseur lui-même avait dit qu'il trouvait que Leclerc s'autoflagellait trop. Leclerc était trop dur avec lui-même, trop dur avec l'équipe aussi. Bah ouais, moi je trouve à un moment, je veux dire, essaie de tirer l'équipe avec toi, sois le leader positif. Parce que là, si vous avez Leclerc qui se plaint et Hamilton qui est en dépression... ça va pas être terrible, ouais, c'est pas simple. Là, Fred Vasseur, il va commencer à se dire, waouh, là... comment j'arrive à motiver les mecs à l'usine, mes ingénieurs, etc., si mes deux pilotes eux-mêmes n'arrivent pas à être motivés et disent que tout est nul et que rien ne va. Donc bon, c'est le seul petit truc où je trouve que dans l'état d'esprit, des fois, il faut qu'il arrive à prendre plus sur lui, même si en Hongrie, il avait des raisons d'être énervé. Hein, c'est pas spécialement pour la Hongrie que je dis ça, mais c'est plutôt un état global. Voilà, qu'il soit un peu plus positif et qu'il tire l'équipe avec lui, qu'il soit un vrai leader, quoi, qui montre... qu'il est le leader qu'Hamilton n'arrive encore pas à être. George Russell, parce que oui, on parle des meilleurs des autres, en fait il y en a plein, des meilleurs des autres comme tu as dit, parce que George Russell il est 4e avec la Mercedes, vainqueur, tu l'as dit, au Grand Prix du Canada. Là aussi une saison à la George Russell, finalement. Russellesque. Voilà, après la saison Leclerc-esque, la saison Russellesque. Vous n'allez pas être prêt pour la saison Verstappenesque juste après, mais ça... Oh, bah ça, c'est pareil, c'est Verstappenesque aussi, mais on y reviendra. Non, mais la saison Russellesque, pour revenir dessus, j'adore cette expression. La saison Russellesque, elle est assez particulière aussi, puisque ça a été, en début de saison, nettement le meilleur des autres. Derrière les deux McLaren, derrière Verstappen, qui étaient vraiment les trois dominants. Lui, il arrivait souvent à se monter sur le podium. C'est le pilote hors McLaren qui a le plus de podiums cette saison. 6 podiums. Et puis, c'est le seul hors McLaren Verstappen qui a gagné une course. Donc, au Canada, c'est quand même pas rien. C'est un super pilote. C'est un pilote qui fait pas de bruit. Enfin, en tout cas, c'est un pilote qui fait plus de bruit hors piste, je trouve, que sur la piste. Voilà. Il manie les médias, on va dire. Voilà. Lui, pour le coup, je parlais de Dadjar tout à l'heure, qui est pas trop fan des médias comme beaucoup de pilotes. Russell, lui, il aime bien les médias, il aime bien parler. Il y a souvent beaucoup de choses à dire, et puis il aime bien mettre des petits tacles. J'ai l'impression de retrouver Christian Horner. Maintenant qu'il n'est plus là. Mais c'est vrai. On a la version pilote. Bah, c'est le flegme britannique. Hein. C'est peut-être ça. Les deux partagent ça. Puis ce côté, voilà, je te tire une balle en pleine tête, mais avec un petit sourire et par une petite phrase balancée comme ça devant les médias. Ce qui fait Leclerc après le Grand Prix de Hongrie, où il dit ah ouais, mais je crois que leur voiture était trop basse et qu'ils avaient peur d'être disqualifiés parce que ils devaient avoir surgonflé les pneus, puis freiner plus tôt, puis je sais pas quoi. Mais je pense que lui-même ne croit pas à ça. Mais c'est un jeu. Mais c'est un jeu. Après, c'est toujours ce que je reprochais à George Russell, c'est qu'il essaye de jouer ses jeux mentaux un peu comme le faisait aussi Lando Norris. Et des fois, en fait, ça colle pas avec le personnage. Là, ça commence à coller de mieux en mieux parce qu'il se moule autour de ça. Mais il y avait des moments où il venait, il faisait la brute, il faisait le dur, alors que on sentait que c'était pas. Je vais pas dire que c'était pas sincère, mais on sentait qu'il forçait le trait, quoi, qu'il forçait sa nature. Ouais, c'est ça, il force un peu sa nature, je suis d'accord. Non, mais là, je pense qu'il est plutôt dans cette espèce de rôle, comme tu l'as dit, à la Christian Horner, quoi, de balancer des petits pics comme ça, mais pas vraiment de jouer au dur non plus. Après, c'est un super pilote. George Russell, c'est pas le pilote le plus charismatique, j'allais dire, de la grille, celui qui a le plus de fans, dont on va le plus parler des performances, etc. Mais il est quand même d'une régularité folle au plus haut niveau. Toujours très très haut, très bien placé. Hyper fort, il domine nettement Antonelli évidemment. Bon, une saison superbe, 172 points, victoire au Canada, puis 4e et pas très très loin de Max Verstappen, hein. Il n'y a que 15 points d'écart. Max Verstappen justement 3e donc, du championnat, le quadruple champion du monde en titre qui devrait céder sa couronne. Rien n'est joué, mais bon, on sent quand même que ça va être compliqué d'obtenir ce 5e titre.
À côté de ça, c'est lui qui tient Red Bull, encore une fois. Hein. Attention, on sait jamais avec lui. Là, ça me surprendrait très fort. Il m'a surpris par le passé, mais là, ce serait très fort. Non, là, j'y crois pas une seconde. Mais il mériterait presque un titre. Quand même, il mériterait. Ce qu'il est en train de faire, il mériterait une récompense, quoi. Il fait une saison Verstappenesque, lui aussi. Mais on se comprend quand on dit Verstappenesque. C'est vraiment une saison faite de coups d'éclat avec une voiture qui est pourtant vraiment pas bonne. Enfin, je veux dire, imaginez si Red Bull avait 2 pilotes, avec 2 Yuki Tsunoda dans sa voiture. Si Red Bull avait Tsunoda et Lawson. Je veux dire, Racing Bull savait Tsunoda et Lawson. Oui, bien sûr. Fin de saison dernière, ça marchait bien. Vous mettez Tsunoda et Lawson dans la Red Bull, c'est 7 points à eux deux. Elle est nettement dernière du championnat. L'équipe. Donc là, on a un pilote qui, lui, en a marqué 187 des points. Il est exceptionnel. Il fait une pole position qui est, je pense que celle de Leclerc est peut-être une des plus belles de sa carrière, enfin c'est même sûr. Je pense que celle de Verstappen à Suzuka est une des plus belles de l'histoire de la Formule 1. Ouais, le tour est sublime. Pour 12 millièmes, il termine devant Norris. Le lendemain, impossible de doubler, donc il gagne la course. Et puis il a 2 victoires cette saison, il gagne à Imola aussi. Donc c'est quand même pas n'importe quoi comme saison, c'est quand même pas n'importe qui aussi. Moi, j'étais pas fan, je sais pas être fan ou pas, mais bon, j'étais un peu tiède quand Verstappen dominait. Voilà, je veux dire, bon, il dominait, on avait du mal à savoir à quel point c'était lui ou la voiture qui était vraiment exceptionnelle. Et je trouve que depuis cette deuxième partie de saison 2024, qu'il a plus la meilleure voiture, on se rend vraiment compte de ce qu'il est capable de faire, du pilote exceptionnel qu'il est. Et puis lui, pareil, il a travaillé sur son attitude aussi, il est un peu plus positif maintenant avec son équipe, etc. Mais c'est un mec, voilà, c'est un pilote capable de faire des choses exceptionnelles avec une voiture qui est pourtant des fois la 5e meilleure, et il va vous l'emmener en 5e position, en 6e position, ce qui est déjà exceptionnel. Donc non, bravo, chapeau Verstappen. 3e, c'est sûrement le mieux qu'il pourra faire cette année, mais s'il arrive à garder cette place, c'est déjà très très bien. Et donc, les 2 McLaren qui mènent pour l'instant ce championnat du monde. L'histoire retiendra donc à la trêve estivale, c'est Oscar Piastri qui est en tête du championnat devant Lando Norris. Logique, de toute façon, quand on voit la saison et la qualité de cette McLaren. Encore une fois, c'est pas aussi simple qu'à l'époque où on disait oh oui machin, une fusée, elle va non, elle est plus rapide certes, mais elle est surtout beaucoup plus adaptable, c'est-à-dire qu'on peut la faire fonctionner dans une fenêtre beaucoup plus large, et Norris comme Piastri s'en servent, parce que on a eu quelques débriefings, quelques enjeux des Grands Prix où on disait ah bah ça y est, Norris est dans le dur machin, et puis finalement ça se joue à pas grand-chose. Lando Norris pour l'instant tient très bien, hein. Ouais, tu vois, j'étais en train de réfléchir, est-ce que Oscar Piastri serait pas leader du championnat depuis la Chine en fait? C'est possible, il faudrait regarder, mais en tout cas, oui, il n'a pas dû perdre grand-chose, parce que c'est les moments où Norris a commencé à faire des erreurs. Bah, Norris, il gagne en Australie, mais après, il repère vite des points. Donc, Ouais, mais alors, ça a pris quand même plus de temps, je pense, puisque Piastri fait 9e en Australie. Donc, le temps de d'effacer l'écart en faisant le doublé, ça a peut-être pris un peu plus de temps. Mais en tout cas, c'est vrai que depuis quelques courses, Piastri, on avait l'impression qu'il avait pris l'avantage et que c'était fini quasiment et qu'il allait partir. Et là, Norris revient, il gagne des Grands Prix. Là, en Hongrie, il fait quand même un tour de passe-passe stratégique qui est quand même vachement intéressant et qui lui permet de gagner. Je pense qu'il y a match entre les deux. Alors, est-ce que ça va devenir terrible avec des contacts et une ambiance affreuse? Écoute, voilà, c'est faire des choses, clairement. Mais oui, non, mais on espère. Mais Norris l'a dit en Hongrie, il a dit j'adore me battre avec mon équipier pour le titre. Je suis désolé, c'est faux. Mais non. Tu ne peux pas adorer te battre avec quelqu'un qui a exactement le même matériel que toi. C'est justement le lit parfait pour créer une tension maximale, parce qu'ils vont avoir le même boulot, le même matériel, ils savent qu'ils vont devoir faire le même boulot. À un moment donné, ça va inévitablement aller au clash. Pour l'instant, c'est resté très gentil. Encore que si c'est Piastri avait satellisé Norris en Hongrie, je pense qu'il y aurait eu... Et en Autriche. Et en Autriche aussi, donc ça aurait commencé à être pas mal du tout. Au Canada, heureusement, Norris fait un peu n'importe quoi, donc ça permet de tout de suite dire que voilà, c'est de sa faute. On remet les règles et puis... Voilà. Mais les Grands Prix qui vont venir, ça va pas être facile. Hein. Bah, en fait, la bonne nouvelle, c'est que McLaren a tellement d'avance au championnat des constructeurs qu'ils vont pas tarder à être assurés du titre. Oui, c'est ça. Au moins, ça, et dès qu'ils seront assurés du titre, finalement, ils seront en train de dire à leurs pilotes, maintenant, faites ce que vous voulez. Vous êtes libres. Et c'est génial. Moi, en Hongrie, il y a un truc que j'ai adoré, c'est cette espèce de poker menteur entre les deux côtés du garage. Magnifique. Je veux dire, c'est génial qu'on ait une équipe qui nous laisse faire ça, qui nous laisse voir ça. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas eu une bataille entre coéquipiers. La vraie dernière bataille entre coéquipiers pour le titre, c'est Rosberg-Hamilton, 2016. Donc, ça fait presque 10 ans déjà. Là, on a quand même un duel magnifique, un duel fratricide, et puis un duel entre deux pilotes tellement différents dans leur personnalité, dans leur caractère, dans leur carrière aussi. Ils n'en sont pas du tout au même stade tous les deux. Mais ça rend aussi, ce que tu disais tout à l'heure,
une saison assez sinusoïdale. On a Piastri qui domine, Norris fait des erreurs, puis Norris d'un coup étincelant, se remet à gagner des courses. Piastri moins bien. Gagne à Monaco, etc. Piastri moins bien, Piastri s'énerve un peu, ce qui est rare, de la part d'Oscar Piastri. Piastri se frustre. Et donc en fait là on arrive à une fin de saison, enfin une mi-saison, plutôt une trêve estivale, où on a les deux en 9 points. Quoi. Puis on sent un Piastri qui n'est pas le leader du championnat hyper serein qu'il était il y a quelques courses. On t'a reparlé de cette attaque en Hongrie. C'est une attaque un peu désespérée. Ah bah ça passe vraiment à 2 cm d'être un désastre absolu. Et il fait la même 3 semaines plus tôt ou un mois plus tôt en Autriche. Je veux dire, Piastri n'est pas très propre dans ses tentatives de dépassement. Non, clairement. C'est ce qu'on reproche à Norris, d'ailleurs, avant. C'est ça, non, les deux, et puis, je pense qu'il y a ce côté aussi, ils le savent très bien, en Formule 1, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, c'est peut-être leur seule chance d'être champion du monde. Bien sûr. Peut-être qu'ils vont complètement se louper sur la voiture de l'an prochain, c'est pas impossible. Ils auront quand même potentiellement le désavantage d'être une équipe cliente. Là, ça ne leur pose plus de problème parce que l'équipe Mercedes n'est pas étincelante, mais peut-être qu'un jour, être une équipe cliente. Alors, on rappelle qu'encore une fois, les motoristes doivent fournir la même spécification à toutes leurs voitures. Donc ça, on n'est pas en train de dire qu'ils ont des moteurs moins bons que ceux de Mercedes. Par contre, Mercedes va faire la voiture autour de ce moteur-là, alors que McLaren va juste leur dire tenez, voilà le moteur, débrouillez-vous avec. Donc il n'y aura pas cette synergie-là. Peut-être que ça peut coûter les quelques dixièmes. Ça peut, puis c'est une nouvelle réglementation. On s'attend à tout. Je veux dire, ça peut être Red Bull, ça peut être Williams, ça peut être Alpine, ça peut être Ferrari qui domine l'an prochain. On n'en a aucune idée. Si vous aviez dit à Sébastien Vettel fin 2013, quand il gagne 9 courses de suite, qu'il ne gagnerait plus jamais un titre, il aurait peut-être eu du mal à y croire. Voilà, je veux dire, pareil à Hamilton. Si fin 2020, quand il gagne son titre avec sa plus grande avance de ces 7 titres, si vous lui avez dit t'inquiète pas que l'an prochain tu vas le perdre à la dernière course et puis qu'après tu vas te faire battre par George Russell, puis après tu vas aller chez Ferrari, tu vas te faire battre par Charles Leclerc, il n'y aurait pas cru non plus. Oui, bien sûr. Donc en effet, c'est peut-être la dernière fois dans leur vie qu'ils auront l'occasion de gagner un titre. Oscar Piastri peut-être pas puisqu'il est un peu plus jeune et que Norris c'est pas vieux d'ailleurs. On sait pas en fait, les deux de toute façon ont des contrats à longue durée chez McLaren. Regardez Alonso, c'est pareil, Alonso il a 44 ans, ça fait combien de temps qu'il a pas pu se battre pour un titre et pourtant tout le monde sait que c'est un des meilleurs pilotes du monde, voire un des meilleurs de l'histoire. Oui, Michael, ne pleure pas, ça va bien se passer. En plus, il a 44 ans, ce n'est pas vieux. Je te rappelle, les gens de 40 ans ne sont pas vieux. J'ai retenu mais ça fait juste 13 ans qu'il n'a pas joué un titre. Mais voilà, c'est pas. Ça donne une victoire, il y a 12 ans. 12 ans, et donc il y a 13 ans qu'il joue le titre. C'est pas un concours, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, mais tout ça pour dire, pour en revenir à ça, qu'en effet, la Formule 1 est un sport où tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Bien sûr. Surtout avant un changement réglementaire. On l'a quand même vu ces dernières années, sur les dernières décennies, tous les changements réglementaires, ça a été une nouvelle équipe qui a dominé à chaque fois. 2014 Mercedes, 2021 Red Bull, 2022 Red Bull, 2026 ce sera qui ? Ça on le verra bien. Mais du coup ces deux jeunes hommes, ils ont une occasion à pas laisser passer. Je pense que si on avait été en 2022 par exemple, ils se seraient dit on a une avance comme ça. La voiture va forcément rester au niveau. Il nous reste 23, 24, 25. Voilà. Là c'est un one shot. C'est pour ça que normalement cette fin de saison va être splendide. Ouais. Alors, splendide à suivre. Espérons-le. Voilà. En tout cas. Peut-être qu'elle pourrait tomber dans le côté la bagarre un peu. Et encore, je pense qu'ils sont assez intelligents pour ne pas. Moi, j'ai bien envie de voir un accrochage quand même entre les deux. Oh, mais ça, je pense que c'est inévitable. C'est inévitable et j'ai bien envie que ça arrive. À un moment donné, ça va être. Et puis même au-delà de ça, mais il y aura forcément des mots, il y aura. Ouais, mais je vais t'expliquer pourquoi. Moi, en fait, j'ai envie que ça arrive parce que j'ai envie de voir leur réaction à tous les deux. J'ai envie de voir comment ils peuvent. Si Norris accroche Piastri ou si Piastri accroche Norris, comment les deux vont gérer ça. Et lequel des deux va être le plus fort mentalement ? Parce que ça va être une guerre mentale de toute façon. En fait, je trouverais dommage qu'ils gardent cette bonne ambiance jusqu'au bout, pas parce qu'on veut que ça se fight et qu'on veut du sang. Mais simplement parce que, justement, moi, j'ai envie de dire, imaginons, peu importe lequel gagne le titre, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes et que le deuxième l'applaudit et dit chapeau, mais ça veut dire que t'es presque pas assez déçu d'avoir raté ton occasion, quoi. Il faut que ce soit un truc... Non, puis tu sais, les duels historiques, les duels emblématiques, ça s'est jamais bien fini. Hamilton-Rosberg, Prost-Senna, tous ces duels, on s'en souvient, des duels entre coéquipiers, ça se termine toujours mal. On souhaite pas que ça se termine mal pour les pilotes, c'est pas ça. Mais en fait, ça crée une dramaturgie. C'est normal, encore une fois. C'est bête, mais l'incident de la casquette avec Nico Rosberg et Lewis Hamilton, pour beaucoup à l'époque, c'est anecdotique. C'est un truc auquel l'autre il perd le titre 4 courses avant la fin, il lance une casquette. Oui, mais justement, on en reparle encore. C'est le terreau bien sûr du titre de Nico Rosberg en 2016. C'est ce qui va donner envie. Puis même au-delà des batailles entre coéquipiers, je pense que la saison 2021,
Même aujourd'hui, on peut se le dire, c'est une des plus belles de l'histoire de la Formule 1. Ouais. Et pourquoi c'est une des plus belles ? Parce qu'entre Red Bull et Mercedes, il y a une guerre ouverte. Incroyable. Toto Wolff et Christian Horner se détestent, ils s'envoient des tirs toute la journée en conférence de presse par médias interposés. Enfin, ils se détestent. En tout cas, ils ont ce jeu où Ils montrent en tout cas qu'ils se détestent. C'est pas le cas. Je sais pas, humainement, je connais pas leur relation, on n'est pas très proches d'eux. Mais Verstappen et Hamilton, pareil, les accrochages en piste. S'il n'y a pas Monza, s'il n'y a pas Silverstone, s'il n'y a pas l'Arabie Saoudite, est-ce qu'on s'en souvient autant de cette saison 2021 ? Non, bien sûr. Ben non, parce qu'on aurait une bataille, un peu comme on a là, c'est-à-dire, un week-end l'un est meilleur, l'autre week-end l'autre est meilleur. Bon, c'est bien, c'est serré au classement, mais il manque un peu cette dramaturgie pour que la saison devienne vraiment une des saisons les plus belles peut-être de l'histoire de la Formule 1. Donc on espère que ça va un peu se tendre, que ça va, puis qu'il y aura toujours cette division interne entre les deux côtés du garage qui se font des stratégies sans prévenir les autres. Cool, c'était cool à voir en Hongrie et j'espère que c'est que le début. Mais encore une fois, vite, il faut qu'ils assurent le titre constructeur. Zach Brown sera content. Voilà. Et après, à mon avis, André Stella pareil. Ils diront, battez-vous, régalez-nous et que le meilleur gagne. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà, bon, alors il faudra attendre encore quelques semaines. On va vous laisser partir maintenant et mettre les doigts de pied en éventail, au bord de la piscine, au bord de la mer, peu importe où vous allez, si vous avez la chance de partir. Sinon, restez évidemment fidèles à Auto Hebdo. Et nous, on sera fidèles au poste, évidemment, avec ce Grand Prix des Pays-Bas qui aura donc lieu à la fin du mois d'août. Merci Cyprien, à bientôt. Merci Michael, à bientôt. Et puis espérons vivre une belle fin de saison, qu'on continuera à commenter tous les deux, et avec le reste de l'équipe, évidemment, jusqu'au mois de décembre.